Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo ici, donc évidemment je dois dire, là c'est très important pour moi de dire en guise d'introduction que je ne suis pas ni thérapeute ni agréée et que je n'ai pas les compétences légales pour pouvoir vous accompagner dans des démarches d'ordre thérapeutique ou psychothérapeutique, mais je voulais quand même faire une vidéo qui me tient à cœur, enfin un podcast du coup. C'est une chose que j'ai pu déjà traiter sur la chaîne principale, ma chaîne L'eau du feu tarot, où vous pouvez me rejoindre d'ailleurs si vous me découvrez directement ici. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà, je pense que voilà, vous savez que je traitais à l'époque des sujets d'ordre plutôt soit sociétal, soit aussi l'aspect psychologie et l'aspect on va dire un petit peu plus psychologie contemporaine m'intéresse beaucoup. Donc là, tout ce que je dis évidemment n'est que le fruit de ma propre expérience et des lectures et des apprentissages, voilà, on pourrait dire de la façon dont j'ai pu me former de mon côté, on va dire en autodidacte. Vous retrouverez bien évidemment également toutes les informations complémentaires dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cet audio, de cette vidéo YouTube. Donc là, je me baserai tout simplement sur un article que j'ai rédigé sur mon blog laudufeu.com pour pouvoir en fait vous aborder avec vous le sujet de la mémoire traumatique et de comprendre comment fonctionne en fait, on va dire la psychologie et surtout l'être humain, le cerveau très simplement en fait, au niveau neurologique, physique et aussi psychologique, on pourrait dire l'aspect aussi un peu plus spirituel du trauma. Donc on est parti, je sais pas trop combien de temps je vais prendre pour cet audio, donc je pense que c'est quelque chose qui va être assez dense, donc je vais essayer aussi peut-être de mettre la minuterie en barre d'infos si vous voulez aller naviguer sur les thématiques qui vous intéressent dans le podcast. Et on est parti ensemble. Donc là, la façon dont j'ai monté ça entre guillemets pour que ça soit cohérent, on va d'abord parler de ce qui génère au final ces traumatismes. Ensuite, on va avoir les réactions, on va dire, innées qu'on a face à certains traumas ou traumatismes. Et on va s'intéresser à la mémoire traumatique pour comprendre le stress en fait post-traumatique et le stress post-traumatique chronique. Et ensuite, on va aller voir du côté justement un petit peu les dérives et les problématiques qui se posent par rapport au traitement suite à des traumas ou des traumatismes répétés. Et évidemment, on ne peut pas traiter la mémoire traumatique sans parler des clés pour s'en sortir et de la façon en fait que l'on peut mettre en place petit à petit pour pouvoir s'en sortir finalement, puisqu'évidemment, bonne nouvelle quand même, on va essayer de pas plomber le décor tout de suite, évidemment qu'on peut s'en sortir, qu'on peut recréer un cadre, une vie, on va dire une certaine forme d'équilibre dans sa vie, qu'on n'est pas obligé de souffrir ad vitam aeternam de tout ça, heureusement. Donc là, si on devait commencer déjà par comprendre les traumatismes, il faut savoir que on est déjà dans un monde où on va dire que la souffrance est présente depuis le début. Donc ça peut paraître un peu étrange ce que je dis peut-être pour certains et certaines, mais déjà il faut savoir qu'en soi, déjà la gestation quand on est dans le ventre de sa mère au niveau embryonnaire, avec notamment des travaux et des travaux justement de thérapeutes et de psychologues qui ont, et je pense même de scientifiques qui ont commencé à étudier ça de façon assez poussée. Et il faut savoir que nous avons tous finalement on hérite un petit peu déjà du bagage au niveau génétique de nos parents, de par déjà l'ADN évidemment, mais aussi faut savoir que quand on est dans le ventre de sa mère, en fonction de comment se passe la grossesse, on peut avoir justement des traumas, des choses dont on va hériter avant même d'être né en fait, déjà lors de notre conception. Et là, ce sont les mémoires prénatales, du côté des mémoires prénatales qu'il faut aller chercher pour en savoir plus. Il y a des bouquins qui ont été écrits dessus, je vous laisse pousser sur le sujet, j'aurai peut-être l'occasion de faire un podcast, mais pour l'instant ça serait trop large, trop vague de parler de ça, et puis je suis clairement pas une experte dans ce domaine. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir tout ce qui est par rapport à des peurs ou des phobies qui sont inexpliquées, ou des choses que vous avez vécues durant vraiment la petite enfance, ou vraiment des troubles sur lesquels vous n'arrivez pas à trouver de source de racines, il se pourrait que ça soit justement de l'ordre des mémoires prénatales et de tout ce qui va être lorsqu'on est encore dans le ventre de sa mère. Donc pour en revenir au premier traumatisme que l'on vit tous et toutes, c'est le fait de sortir du ventre de notre mère pour être mis du petit monde, on va dire, dans le vrai grand monde.
Et voilà, il faut savoir que pour l'enfant, c'est pas forcément une partie de plaisir et que pour la mère, c'est évidemment pas forcément une partie de plaisir également. Donc finalement, on commence déjà en arrivant ici avec des choses qu'il y aura à régler. La petite parenthèse que je voulais faire, c'est qu'on pense souvent que les enfants sont exempts de tout parasitage énergétique, qu'ils arrivent purs. Et en fait, il s'avère que quand on y regarde du côté spiritualité et surtout au niveau énergétique et psychogénéalogie et transgénérationnel, on se rend compte que ça, c'est absolument pas vrai, c'est un mythe. L'enfant peut arriver déjà avec des parasitages en fonction de comment la mère vit, quelle hygiène de vie elle a, quel bagage elle a au niveau karmique, au niveau psycho-émotionnel, on pourrait dire, au niveau de transgénérationnel et on va dire des informations à travers l'ADN et les cellules qui vont être transmises à l'enfant. L'enfant ne naît pas blanc comme neige finalement et il a déjà des choses qu'il va hériter de sa famille, de sa mère et de la lignée familiale paternelle et maternelle. C'est pour ça que c'est important de travailler sur ça quand on s'intéresse à l'énergétique. C'est primordial finalement de travailler sur le nettoyage des lignées familiales parce que c'est vraiment généralement ce qui pose le plus souci lorsqu'on devient adulte au niveau des croyances limitantes, des schémas répétitifs, des espèces de cycles qui n'en finissent pas, comme une patate chaude qu'on se passera de génération en génération dans la famille. Donc vraiment, les secrets familiales en font partie. Pour ça, il y a les constellations familiales qui peuvent être très bien. Il y a des thérapeutes qui s'occupent de ça, qui font ce genre de stages et de séminaires. Donc voilà, pour résumer déjà la première partie, c'est que non, on n'est pas exempt de tout trouble, de tout parasitage et finalement on ne peut pas réchapper au fait d'être à un certain degré traumatisé, que ça soit forcément, enfin pas forcément d'ailleurs de façon consciente et c'est pas quelque chose que par exemple que la mère désire, c'est-à-dire traumatiser son enfant ou les parents ensuite quand l'enfant grandit, mais même si c'est sans intention de nuire, forcément on va être confronté dans le monde dans lequel on vit à des traumatismes plus ou moins lourds en fonction de notre bagage, pour celles et ceux qui croient à ça, de notre incarnation, de ce qu'on a décidé de venir choisir vivre ici sur Terre, de notre expérience on va dire terrestre. Mais en tout cas voilà, de façon assez simple et pragmatique, oui, on ne pourra pas réchapper à la souffrance et à des traumatismes ou des traumas qui peuvent se produire dans nos vies et qui sont parfois, ou ouais d'ailleurs la plupart du temps, soit indépendant de notre volonté, soit des choses auxquelles on est confronté comme tout être humain peut être confronté en fait. Donc voilà, ça c'était par rapport déjà à la petite base pour comprendre un petit peu ça. La chose que je voulais à présent mentionner, et ça je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant et surtout très important, ce sont de comprendre en fait les mécanismes de l'être humain au niveau biologique, à savoir qu'il y a un très très bon livre sur le sujet de Pete Walker qui s'appelle CPTSD from Surviving to Thriving. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'attendent les maisons d'édition françaises pour traduire ce bouquin qui a été un succès au niveau en tout cas de la sphère anglo-saxonne plutôt américaine. Énormément de thérapeutes anglo-saxons et américains vantent les mérites de son travail. Ce mec est pas du tout connu et pourtant il mériterait à l'être parce que vraiment le livre qu'il a écrit, que j'ai lu, est un très bon outil de travail pour justement travailler avec la gestion de cette mémoire traumatique et justement du stress post-traumatique sujet que j'aborderai juste après. Mais donc en gros, là, ce qu'il faut savoir au niveau de nous en tant qu'être humain, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas, on va dire, câblé pour supporter des énormes doses de stress, un peu comme des décharges de peur ou de stress. Donc on peut gérer à un certain niveau, mais quand ça dépasse en fait ce que le corps et la psyché peuvent supporter, le corps va se mettre en mode survie et en fait il va complètement se déconnecter et il va vous faire en fait vous déconnecter de vous-même. C'est pour ça généralement que lorsque l'on subit quelque chose de traumatisant, un épisode traumatisant, que ce soit physiquement ou psychiquement, on va avoir tendance à malheureusement tomber dans une forme de sidération. Déjà quand on est quand on est choqué, qu'on n'arrive même plus à bouger, qu'on est complètement tétanisé, et peut s'en suivre ensuite de la dissociation, qui est aussi un trouble qui est lié à d'autres pathologies au niveau clinique, au niveau psychologique. Mais c'est ça qui est très délicat et j'y viendrai par la suite, c'est que on peut éprouver une forme de dissociation
dissociation qui peut être en lien avec de la schizophrénie ou parfois de la bipolarité aussi, mais lorsqu'on est confronté justement au traitement de la mémoire traumatique, c'est pas ça en fait. Les symptômes peuvent être très similaires avec des pathologies beaucoup plus lourdes, sauf que ce n'en est pas, c'est en lien direct avec le trauma qu'on a vécu ou les traumatismes qu'on a vécu. Donc c'est pour ça que si vous avez été confronté peut-être à des situations où vous avez l'impression de ne pas du tout avoir eu la bonne réaction et que vous n'avez pas pu faire autrement peut-être que de rester figé sur place, de ne pas pouvoir vous défendre, de ne même pas pouvoir parler ou de vous trouver confronté à assister à quelque chose de violent et de n'avoir pas pu agir comme vous auriez voulu, déjà, j'ai envie de vous dire, en fonction de votre propre vécu et de la façon dont vous êtes câblé au niveau neuronal, on a tous des réactions qui peuvent être différentes face à des événements traumatisants auxquels on pourrait assister ou que l'on pourrait subir. Donc il faut savoir que par rapport à des femmes par exemple qui subissent des violences par exemple sexuelles ou qui ont peut-être subi un viol, des gens ne comprennent pas forcément pourquoi la personne n'a pas bougé, n'a pas crié, ne s'est pas débattu, et en fait c'est en lien justement avec les réactions qu'on a de survie très clairement, où on peut entrer en état de sidération et on est comme figé sur place et on ne peut plus rien faire. Et c'est vraiment biologique, c'est-à-dire que là, la personne, elle a peut-être toutes les bonnes volontés du monde, elle pourrait peut-être tout à fait réagir dans d'autres circonstances et avoir la bonne réaction, mais là, elle va se retrouver face à quelque chose qui la dépasse et le corps va prendre le relais. Et pour éviter que le cerveau disjoncte complètement et que la dose de stress, la charge soit tellement énorme qu'en gros le cerveau grillerait sur place, pour vous faire une image, il va mettre en place des palliatifs pour essayer de pouvoir survivre. Donc en gros, si vous avez vécu quelque chose de traumatique et que vous vous êtes dit mais je comprends pas, mais c'était quoi cette réaction pourrie que j'ai eue, dites-vous que vous avez fait du mieux que vous pouviez en fait avec les circonstances et avec ce que vous pouviez gérer en interne. Je pense, alors ça c'est que mon avis personnel, mais je pense que pour ce qui est des pathologies beaucoup plus lourdes au niveau psychologique, pour moi, la plupart des gens déjà qui ont des troubles de bipolarité ou de schizophrénie, ce sont des personnes qui ont généralement durant la petite enfance des gros chocs, des chocs en fait où le cerveau n'a pas pu en fait, surtout quand on est enfant et que le cerveau est encore en développement, ce qui est jusqu'à 12-13 ans je crois, de 0 à 12-13 ans le cerveau est encore en train de se former et jusqu'à 29 ans je crois on continue d'avoir des connexions neuronales qui se forment et après je crois ça se stabilise vers 30 ans. Donc le câblage il n'est pas fini en fait jusqu'à 30 ans, c'est pour ça que la prise de drogue, de stupéfiants ou d'alcool ou des choses comme ça ou même de cigarettes lorsqu'on est jeune, c'est pas du tout en fait un bon plan parce que le cerveau est encore en train de se construire. Donc tout ce qui va être de l'ordre aussi des substances telles que le cannabis, ces choses-là, au final lorsque l'on est jeune, c'est pas du tout recommandé finalement de prendre ça puisque le cerveau est encore en train de se former. Donc il faut savoir aussi que les réactions que l'on peut avoir face à tout ça sont indépendantes parfois de notre volonté et c'est pour ça que c'est que quand on est vraiment dans le dur, dans l'état de crise entre guillemets, qu'on voit quelles sont nos vraies ressources intérieures et aussi nos limites. Et pour ma part, comme je vous le disais, j'ai digressé, mais ce n'est que mon avis, mais je pense que beaucoup de personnes qui souffrent de schizophrénie, bipolarité ou comportement borderline, ce sont des gens en fait qui ont finalement des traumatismes qui n'ont pas été réglés et qui sont tellement profondément ancrés que ça a fait une césure en eux au niveau psychologique et qu'ils sont plus vraiment connectés avec la réalité de la vie matérielle, du concret en fait. Donc heureusement pour nous, tout le monde n'est pas à ce stade-là et heureusement les personnes qui ont subi peut-être des traumatismes et voilà des souffrances même durant l'enfance ne vont pas forcément finir schizophrène ou borderline ou bipolaire, hein, vous inquiétez pas. C'est pas, là je fais pas une généralité, mais c'était une petite aparté par rapport à ces troubles-là qui je pense sont liés de toute façon à la mémoire traumatique. Donc par rapport à cette notion de sidération qui, comme je viens de vous le dire, est l'étape où par exemple voilà, on subit une agression ou quelque chose qui est hyper violent pour nous et choquant, on va généralement bugger et ne pas réagir. Les personnes qui arrivent à réagir sont généralement des personnes justement où c'est en lien avec leur tempérament et peut-être aussi l'éducation. Il faut savoir aussi, je crois que dans les formations,
Par exemple, ceux qui sont les militaires qui sont formés, eux, on les pousse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les pousse. Je ne sais pas si c'est pareil pour la police, pour les personnes qui deviennent policières et policiers ou pompiers, mais j'avais vu pour les forces spéciales ou je sais pas quoi, j'avais vu il y a des années un reportage, ils les mettent dans des conditions abominables exprès pour qu'ils soient prêts justement à ne pas tomber dans ces trucs de boum, sidération, on bloque, il n'y a plus rien qui se passe parce que là tu meurs en fait. Si tu es en phase, voilà, je suppose dans une situation de guerre, là figé, c'est clairement pas le truc à faire si tu sais qu'en face de toi il y a des gens qui ont des mitraillettes. Donc c'est pour ça que en gros il n'y a pas aussi une espèce des c'est un genre de combat hyper violent où en fait tu te fais laminer, mais en fait c'est pour justement apprendre à ne plus en gros se désensibiliser et pouvoir agir même si on se fait laminer. Je sais pas si c'est le MMA ou un truc hyper qui peut être vraiment très très violent je vous recommanderais pas forcément de faire ça mais je crois que voilà dans certaines disciplines et dans certains corps de métier ils sont formés pour justement pouvoir gérer ce genre de choses et ne pas tomber dans cet blocage de sidération et de plus pouvoir rien faire. Généralement, donc après la phase de sidération, quand on vit un événement traumatisant, qu'on est en train de le vivre en fait, c'est là où malheureusement les personnes qui subissent justement des violences sexuelles ou des violences physiques, mais là c'est plus justement des viols, des choses comme ça, la personne peut carrément dissocier. Et on en revient à cette notion dont je parlais précédemment, c'est-à-dire que le cerveau, pour ne pas complètement disjoncter, va en fait vous couper de votre ressenti. Et parfois même, ça va aller jusqu'au point où vous allez vous voir sortir de votre corps et vous allez avoir l'impression de vous voir hors de votre corps et d'assister à la scène, mais d'être complètement neutre et de ne plus rien ressentir dans le corps. Je suppose que le corps aussi, dans ces moments-là, va nous mettre un petit cocktail au niveau des chimiques pour pouvoir anesthésier probablement la douleur et la peur, donc on est juste là mais on n'est plus là. Et le problème c'est que la dissociation c'est pareil, c'est comme la mémoire traumatique de façon globale, si la dissociation n'est pas prise en compte assez rapidement et prise en charge, vous pouvez rester avec ça pendant toute votre vie. Alors là ça c'est la mauvaise nouvelle, si vous ne traitez pas ces problèmes de mémoire traumatique et les répercussions que ça a dans votre vie en vous faisant accompagner par un thérapeute qui justement est spécialisé dans la mémoire traumatique ou une modalité thérapeutique qui travaille principalement sur ça, comme le neurofeedback, l'EFT, l'EMDR, moi je ne suis pas fan de l'EMDR, je vous le dis tout de suite, mais il y a des gens qui ont de très bons résultats avec ça. Le neurofeedback, c'est quelque chose qui a été mis en place par Bessel van der Kolk, qui est un auteur de livres et un psychiatre renommé américain, qui a écrit un livre qui a été traduit en français, c'est Le corps n'oublie jamais, que je vous recommande fortement si le sujet vous intéresse, qui a mis en place le neurofeedback, qui va traiter en fait avec des ondes en fait qu'on entend et va travailler vraiment sur le cerveau et les neuronal pathways, les passages neuronaux, je sais pas comment dire en français. Alors, en tout cas, ça va nous reprogrammer le cerveau en interne en fait. Donc ça peut être intéressant si vous cherchez des modalités pour travailler là-dessus. Parce que là, il faut savoir qu'avec la mémoire traumatique, il faut vraiment savoir comment prendre ça en compte parce que la thérapie, on va dire conventionnelle, où on parle de ce qui nous est arrivé, ça peut nous retraumatiser encore plus si c'est pas bien pris en charge par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc il faut faire attention avec ça aussi dans la prise en charge qui peut suivre un traumatisme, de tomber sur quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quoi. Un thérapeute qui sait ce qu'il fait. Donc ouais, la dissociation ça peut durer, puis après ça peut en plus être dans des épisodes, par exemple pour vous donner une idée de ce qu'est la mémoire traumatique, ça va être par exemple une femme s'est fait agresser par un homme qui avait une eau de Cologne avec une odeur bien prononcée, des années plus tard elle va être dans un supermarché, un homme va passer à côté d'elle qui portait cette eau de Cologne ou une eau de Cologne qui lui rappelle ça. Elle va pas comprendre pourquoi tout d'un coup, transpiration, palpitation cardiaque, sentiment presque de vertige, et elle va être là, oh, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Et c'est qu'en fait, c'est ça qui se passe, comme le trauma, la mémoire traumatique n'a pas été traitée, et bien en fait la personne, c'est comme si elle retombait, en fait elle faisait un saut dans le temps, littéralement. C'est pour ça qu'on dit en spiritualité, et pas que le temps, la notion de temps n'existe pas, parce qu'en fait, le passé, le présent et le futur sont en simultané, et tout ce que l'on vit c'est dans le présent. Mais la façon dont on perçoit ce que l'on vit est très fortement impacté et coloré par ce que l'on a pu vivre par le passé. Et c'est intéressant de voir du coup que cette femme qui passe avec cet homme avec une autre colonne qui ressemble absolument pas à son agresseur, mais va commencer à avoir des symptômes physiques de peur et d'angoisse sur le moment. Et bien c'est tout à fait lié à cette mémoire traumatique qui est encore active et qui se réactive dès qu'il y a
des situations qui lui rappellent l'agression qu'elle a vécue. Et ça peut être encore plus troublant lorsque finalement on a vécu des choses durant la petite enfance ou qu'on a carrément voulu faire un blackout, que la psyché a dit oula, ça va pas être possible, et carrément on a un trou noir et on ne se souvient plus de rien. Ça, généralement, ça va ressortir quand psychiquement on est capable de pouvoir justement commencer à travailler dessus. Donc généralement, de ce que j'ai compris en parlant avec une thérapeute, pour les personnes qui ont subi de gros sévices, que ce soit corporel, c'est-à-dire d'être des enfants battus ou des enfants qui ont subi des attouchements, des choses comme ça, si vous ne vous souvenez plus de rien mais que vous avez des flashs qui remontent petit à petit, ça veut dire que voilà, faut prendre en compte ces flashs, ces espèces de souvenirs qui peuvent être parfois assez vagues, qui peuvent vraiment refaire surface et qui sont un indicateur que quelque chose est à traiter. Il faut savoir aussi que du coup, ce qui est terrible avec ça, c'est qu'en plus c'est double peine pour la personne qui subit tout ça, qui subit ces traumatismes, parce qu'en fait, les blessures que ça va engendrer au niveau non seulement physique, émotionnel et aussi psychique, comme on l'a vu, ça va créer des croyances en fait en nous. Et en fait, c'est comme si on va commencer à voir notre réalité va être filtrée par nos blessures. C'est comme si on mettait des lunettes sur les yeux et qu'on voyait les choses à travers nos blessures. Pour vous donner un exemple, si on prend la continuité de cette femme qui est donc sans l'autre colonne d'un homme qui avait la même haute colonne que la personne qui l'a agressée, peut-être que cette personne n'était pas comme ça, mais que depuis l'agression, elle va avoir tendance à changer de trottoir si elle voit un homme, à avoir peur qu'un homme l'approche. Et en fait, ça, au final, ce sont des réactions, ce sont des actions qui sont en réaction à un trauma qui n'a pas été réglé. Parce que si la mémoire traumatique avait été réglée et qu'elle avait réussi à retrouver confiance en elle et aussi à pouvoir refaire confiance dans les hommes, elle n'aurait peut-être pas besoin de changer de trottoir dès qu'elle voit un homme qui, en plus, probablement ne va rien lui faire. Voilà, si elle est dans la rue, il est 14h30, il y a un homme qui passe à côté d'elle, enfin bon, il y a quand même peu de chances que cet homme veuille lui faire du mal, mais c'est-à-dire qu'après, on voit tout sous le prisme du trauma, en fait, dans notre esprit. C'est là qu'on peut créer après des espèces de pathologies, si c'est pas traité, d'agoraphobie, de claustrophobie, de toutes ces choses qui sont en fait des réactions à un traumatisme et à un problème qui n'a pas été réglé, où le corps, en fait, continue de vivre sur en fait un mode survie en pilote automatique où on n'est plus vraiment avec soi-même en fait, on n'est plus connecté à soi-même. On a eu la sidération qui nous a bloqués, la dissociation qui nous a coupé de nos émotions et de nos ressentis, et après ça revient cycliquement dans notre vie tant que c'est pas réglé. C'est pour ça qu'il faut absolument régler ça le plus rapidement possible en fait. Pour ce qui est de la mémoire traumatique telle qu'elle, du stress post-traumatique et du syndrome de stress post-traumatique chronique, c'est dur à prononcer. Alors ça c'est quoi? En gros ça c'est justement les effets secondaires délétères, dommageables du fait d'avoir vécu un traumatisme. Donc le stress post-traumatique c'est quand l'événement traumatique ne s'est produit qu'une fois. Le stress post-traumatique chronique, syndrome de stress post-traumatique chronique, c'est lorsque le traumatisme a été fait de façon répétée. Donc là, la personne, pour reprendre mon exemple, la femme qui s'est fait agresser une fois, elle va avoir du stress post-traumatique. La personne qui s'est fait battre toute sa vie durant son enfance, enfin de ses, 4 à, peut-être c'est un peu jeune, ça arrive malheureusement, je sais pas, de ses 10 à 13 ans, qui s'est fait massacrer par le beau-père alcoolique et qui s'est fait battre par son beau-père alcoolique. Là, on est sur des actes répétés, implantés dans le temps, en plus des actes perpétrés par un membre de la famille. Donc là, vous êtes dans du syndrome de stress post-traumatique avec des conséquences très lourdes pour l'enfant qui a dû se construire finalement avec beaucoup de failles en fait. Donc le stress post-traumatique ou le syndrome de stress post-traumatique, ce sont les effets délétères du traumatisme qui se répercutent et qui s'engramment dans nos cellules, dans notre corps et dans notre psyché, qui nous font après voir les choses avec les croyances qui vont avec, puisque on a subi le trauma ou le traumatisme. Et du coup, c'est de ça dont il s'agit et qu'il faut traiter si on va voir un thérapeute compétent. Donc voilà. Si vous n'aurez pas peut-être encore bien compris, pour être sûr que j'ai bien éclairci le sujet, pour vous donner un exemple, c'est le stress post-traumatique est un sujet qui a commencé à être étudié en fait, notamment Bessel van der Kolk, le fameux psychiatre, a commencé à s'intéresser à ça en travaillant avec en fait des vétérans de la guerre du Vietnam, me semble-t-il, ou de la guerre de Corée.
Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress post-traumatique, c'est vraiment comme une machine à remonter le temps. C'est-à-dire que ça va vraiment vous ramener exactement là où vous étiez, dans l'état où vous étiez lorsque vous avez subi le traumatisme ou les traumatismes. Donc en gros, c'est vraiment le cycle qui se répète, le serpent qui se mange la queue, tant qu'on n'arrête pas en fait la mécanique au niveau psychique et au niveau neuronal également, et au niveau cognitif bien évidemment. Donc, par exemple, les vétérans, généralement, quand ils entendent des bruits de pétards pour le 14 juillet, c'est pas quelque chose qui les ravit. En tout cas, celles et ceux, les vétérans, qui n'ont pas justement travaillé sur ces blessures, vont continuer à voir leurs blessures se réactiver parce qu'elles n'ont pas été traitées et le temps n'a aucune incidence sur ça. Et c'est bien ça, quelque part, le problème, c'est que cet adage qui dit le temps guérit toutes les blessures est absolument faux, puisque finalement, ça guérit rien du tout si, au niveau psychologique, vous n'avez pas pris les choses en main et que vous ne prenez pas les choses de façon vraiment littérale en main et en charge en fait. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de devenir complètement se distancer et de ne plus du tout se désensibiliser et de couper avec le passé et de rompre avec une partie de soi-même. C'est au contraire, c'est tout l'opposé. C'est tout l'enjeu qui va être à vous maintenant pour celles et ceux qui m'écoutent toujours et là qui se retrouvent là-dedans et qui ont vécu des choses traumatisantes dans leur vie. Et ça peut être, c'est pas forcément des choses aussi dramatiques que des viols, de se faire battre, ça peut être aussi au niveau violence verbale, violence psychique, notamment si vous avez grandi avec des parents ou un entourage familial ou des proches qui ont usé de la violence verbale et notamment qui ont été des personnes qui vous ont peut-être psychiquement vraiment attaqué, comme les personnes qui grandissent avec des parents manipulateurs ou pervers narcissiques, ou des femmes et des hommes d'ailleurs qui ont une relation intime de longue durée avec un manipulateur et une manipulatrice. Évidemment que ça fait des dégâts et c'est presque pire, j'ai envie de vous dire, parce que vu que les blessures ne sont pas visibles, les coups ne sont pas visibles puisqu'ils sont verbaux, c'est beaucoup plus dur à détecter et les gens vraiment ont tendance, en tout cas celles et ceux qui ne sont pas au fait de ça et qui ne sont pas sensibilisés à la mémoire traumatique et à l'emprise et à ce que ça représente dans le couple et dans la famille, au niveau psychique, forcément vont vous dire mais de quoi tu te plains, mais tu vas très bien, parce qu'ils ne voient pas. Alors que si vous aviez un gros bleu sur la joue, on verra bien qu'il y a un souci. Donc le fait que certaines blessures soient invisibles peuvent être très compliqué à gérer aussi pour la personne qui est victime de tout ça, puisque on ne va pas l'écouter ou on ne va pas forcément croire tout ce qu'elle raconte dans la plupart des cas. Donc voilà, il faut savoir aussi que pour pouvoir apprendre à réintégrer tout ça et à pouvoir intégrer cette mémoire traumatique, généralement vous avez besoin, il faut se faire aider en fonction de la gravité de la chose, mais généralement on a besoin d'aide, on ne peut pas tout faire tout seul et c'est pour ça que travailler et commencer le travail thérapeutique, c'est vraiment un travail qui se fait en binôme, c'est un travail d'équipe et il faut vraiment trouver le bon thérapeute qui va non seulement avoir les outils mais aussi avoir l'envie de pouvoir vous aider et avec qui vous allez vous sentir en sécurité. Donc ça demande quand même pas mal de paramètres, mais si vous trouvez la bonne personne, ça peut se débloquer relativement vite et ça peut vraiment vous faire des merveilles en fait. Donc là, j'en viens à la partie où j'ai commencé un peu à aborder le sujet, mais alors les problèmes auxquels sont confrontées les victimes après justement avoir vécu des actes, des événements traumatisants, c'est le fait que généralement c'est pas vraiment très bien pris en charge parce que ce n'est pas un sujet qui est vraiment où on est poussé à être sensibilisé à ça. Même dans leurs études, il me semble que les personnes qui étudient psycho et les thérapeutes ne sont pas sensibilisés à la mémoire traumatique. Donc ça aussi c'est un gros souci au niveau éducatif, qu'il y ait des lacunes comme ça et qu'on commence à peine à commencer à rattraper sur des sujets qui sont des sujets en fait vitaux et primordiaux quand on traite de justement traumatisme et de troubles parfois de la personnalité et du comportement finalement. Donc là, les problèmes, on en a parlé, c'est-à-dire que d'avoir les mémoires qui se réactivent et de ne pas pouvoir savoir pas toujours d'où ça vient. Au niveau, là, l'aspect plus spirituel, évidemment, ça va creuser des fissures, ça va créer des fissures dans l'aura, ce qui fait que vous allez être beaucoup plus faible énergétiquement, que vous allez vibrer beaucoup plus bas au niveau de votre énergie vitale, ce qui fait qu'aussi vous allez avoir tendance à attirer des situations similaires et des gens abusifs, parce que
vous n'avez pas réglé les problèmes de fond, donc voilà, vous attirez à vous comme si vous étiez branché sur la station radio abus, donc on va se retrouver avec des gens qui, en tout cas des victimes d'abus qui vont attirer encore de l'abus et des abuseurs, donc c'est vraiment, c'est la spirale de caca, hein, très clairement. Donc là, même au niveau spirituel et énergétique, évidemment vibratoirement parlant, vous n'allez pas vibrer très haut, vous n'allez pas être en super santé. Généralement, on crée de la somatisation quand les mots MAUX ne sont pas dits avec des mots MOTS, on somatise, c'est-à-dire que le corps va parler pour nous. Du coup, un deuxième livre qui est très bien, c'est Le corps ne ment jamais de Alice Miller, qui est aussi une grande thérapeute américaine qui a écrit énormément de choses et qui a fait énormément de choses pour la psychologie contemporaine et moderne, notamment pour les enfants. Elle a advoqué beaucoup pour les enfants et justement pour pouvoir intégrer de nouvelles choses dans notre société et de pouvoir aider en fait à mieux faire grandir nos enfants finalement. Faut savoir aussi que dans les problèmes auxquels sont confrontés donc les victimes qui ont subi justement des traumatismes, c'est qu'en fait en anglais on va parler de adult children. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? C'est enfants adultes, et c'est à peu près le cas de toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes lourds ou qui ont grandi avec des parents qui étaient vraiment justement pas du tout équilibrés au niveau psychologique, et ce sont en fait c'est là qu'entre en jeu aussi la notion d'enfant intérieur, en fait, qui est l'enfant en nous blessé, qui a vécu ou qui a pris sur lui la plupart de ses traumatismes et qui régit notre vie. C'est-à-dire qu'on a beau être adulte, on peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si l'enfant intérieur et la partie de nous finalement qui a souffert n'a pas été entendue, n'a pas été prise en charge et qu'on ne l'écoute pas et qu'on n'est pas en lien avec cette partie, qu'on s'est dissocié d'une partie de nous, alors qu'on a dit juste avant que le but c'était de tout réintégrer et de faire la paix avec nous-mêmes, et ben en fait c'est un cycle qui peut durer une vie si on n'écoute pas justement ces parties en nous qui sont blessées et qui ont besoin généralement juste d'être entendues en fait. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi la notion, comme je vous disais, qu'on peut être mal diagnostiqué parce que du coup finalement on a des symptômes qui sont similaires à d'autres problèmes. Le DSM qui est le manuel de diagnostic, je me souviens plus la traduction française, mais attendez, j'ai l'ordinateur sous les yeux. DSM français, comment ça s'appelle, le manuel diagnostique et statique des troubles mentaux. C'est ça que les thérapeutes ont et utilisent, et leur base de référence, c'est un peu comme la Bible, un peu comme le Vidal, voilà, pour la psychologie. Ce que le Vidal pour la médecine, et bien le MDAS, je sais pas si on dirait ça en français, le DSM, ouais. Et ce que le Vidal est à la médecine traditionnelle allopathique, et ben voilà, les thérapeutes ont aussi un manuel de diagnostic des troubles mentaux pour pouvoir en fait se référer, et donc s'ils se réfèrent à ça au niveau des symptômes, ben vous pouvez vous retrouver en fait à avoir une mémoire traumatique, des traumatismes pas réglés, et on vous dit que vous êtes bipolaire. Super. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention lorsqu'on se fait diagnostiquer, pareil, d'être avec quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui sait comment fonctionne la mémoire traumatique. J'ai envie de vous dire que c'est la première chose à faire si vous cherchez un thérapeute, c'est lui poser des questions par rapport à ses compétences au niveau de la mémoire traumatique. Si vous voyez que vous êtes en face de quelqu'un qui ne comprend rien, qui n'a aucune idée voilà, qui a l'air de pas trop savoir de quoi il parle, trouvez quelqu'un d'autre, parce que là vous pourriez vous faire mal diagnostiquer. Et le problème avec le fait d'être mal diagnostiqué, c'est qu'après on peut vous proposer des traitements médicamenteux. Alors je ne suis pas contre, parce qu'il y a des cas particuliers où être traité avec des médicaments, notamment des anxiolytiques ou des antidépresseurs, c'est presque nécessaire pour pouvoir soulager un temps la personne au niveau psychologique. Par contre, partir sur des traitements lourds dans le temps, moi je ne suis pas du tout pour, et il faut faire très attention parce que les psychiatres notamment ont tendance à pouvoir prescrire, d'ailleurs c'est les seuls qui peuvent prescrire des traitements médicamenteux. Faites attention, parce que si vous tombez sur quelqu'un qui vous diagnostique mal et qui vous prescrit, là on est parti pour une autre galère qui est en fait de devenir en gros addict à des médicaments, donc de devenir presque, on peut le dire, drogué, et de devoir se sevrer, en plus de devoir traiter les troubles psychologiques qui vont avec, sachant que malheureusement les médicaments ont leurs limites, puisqu'en fait ça va permettre de vous anesthésier.
Donc c'est pareil, quand t'as très mal et que t'as la jambe cassée ou je sais pas que voilà t'as un accident, on te met de la morphine, t'es content, mais on ne peut pas vivre sa vie sous morphine. Ben, c'est pareil avec les traitements médicamenteux, notamment pour les troubles psychologiques, c'est-à-dire que si on passe sa vie anesthésiée, ben, au final on pourra jamais traiter le problème parce qu'on anesthésie une douleur mais qui est toujours là. Mais on met que un petit pansement dessus, mais la plaie est toujours purulente et on l'a toujours pas nettoyée. Donc je vous conseille fortement d'aller directement dans le vif du sujet et de commencer à travailler clairement avec un thérapeute qui a des outils pour, comme je vous disais, neurofeedback, EMDR, EFT, sophroanalyse, sophrologie, ça peut aider aussi. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont créées depuis que j'enregistrerai ce podcast qui vont être mises en lumière et qui pourront faire des miracles, je l'espère. Mais en tout cas, la thérapie conventionnelle, généralement, ça fonctionne pas parce que la thérapie blabla, on peut passer 5 ans à parler et ça peut, voilà, ça peut rester très très lent. Si vous voulez que ça aille plus vite, il faut vraiment taper dans des choses spécifiques, vraiment faites pour ce genre de problématiques. Et il me semble aussi qu'il y a quelque chose, c'est la thérapie par le tremblement. Attendez, parce qu'il paraît que ça fait des très bons effets. Pareil, on a essayé sur des vétérans de la guerre, ça a très bien marché. Thérapie tremblement, comment ça s'appelle ce truc voilà, TRE. La TRE, technique simple pour voilà, se libérer du stress. Voilà, Tension and Trauma Releasing. Méthode TRE, je crois il faut que vous regardiez, il doit y avoir des thérapeutes agréés. Ça vient des États-Unis, me semble-t-il. Il y a aussi le NAEM. C'est une chose d'ailleurs dont je parle sur la chaîne principale qui va permettre de traiter en fait au niveau aussi énergétique les traumas. Donc là je vais essayer de vous retrouver le nom exact, c'est un nom, c'est un peu une branche si vous voulez de l'EFT. Ah voilà, le TAT. On va travailler en fait sur des points d'énergie, un peu comme des points d'acupuncture en médecine chinoise. Il n'y a pas besoin d'aiguille, vous inquiétez pas. Ça s'appelle tapas acupressure technique, qui est un peu, comme je vous disais, une branche de l'EFT, technique de libération émotionnelle, qui sont des techniques très bien, qui ne sont pas forcément hyper démocratisées, mais qui ont fait leurs preuves, et que moi-même j'ai pu tester à titre personnel et que j'ai trouvé extrêmement efficace. Donc vous voyez, il y a des options, mais il faut juste chercher au bon endroit et évidemment trouver le bon thérapeute. Donc la mémoire traumatique, j'ai envie de vous dire comment on s'en sort véritablement, puisque c'est un peu ça l'idée. J'ai envie de vous dire déjà de se faire accompagner en utilisant les bonnes méthodologies, la bonne approche, de faire attention à pas tomber dans des dérives du genre médicamenteuse, du coup, parce que finalement si vous êtes à côté de vous-même et que vous vous coupez de vous-même, vous ne pourrez pas en fait vous allez saborder vous-même votre propre guérison et vous auto-saboter parce que vous n'allez pas vous permettre de pouvoir guérir en fait. Si vous êtes anesthésié, vous ne pouvez pas vraiment guérir pleinement et aller ressentir et pouvoir libérer ce qui doit être libéré. Donc malheureusement, il n'y a pas 50 options, il faut pouvoir en fait... il y a un autre dicton anglais, you gotta feel it to heal it. Vous devez ressentir pour vous en guérir. Et vraiment, je pourrais vous dire, c'est le motto, s'il y a quelque chose à retenir du podcast, c'est vous devez ressentir pour guérir. Donc prendre toutes les choses qui vont vous empêcher et vous éloigner de votre ressentir, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit trop faire la fête, que ce soit manger, que ce soit le sexe, tout ce que vous pourriez utiliser de façon addictive pour vous éloigner de votre propre douleur finalement, ça ne fait que ralentir le processus de guérison plutôt que d'avoir le courage, en étant bien sûr épaulé et encadré, d'aller plonger les mains dedans pour aller vraiment tout libérer et pouvoir commencer à vivre en fait pour vivre et non plus survivre. Donc au niveau des clés principales pour s'en sortir, je vous résume, au niveau des approches thérapeutiques, on a EFT, on a le TAT, EFT, technique de libération émotionnelle, on a le TAT, Tapas Acupressure Technique, on a l'EMDR, on a la TRE, technique de tremblement, de release machin bidule, TRE, on a le neurofeedback, on a la sophroanalyse, on a la sophrologie, on a une variante du TAT, de la Tapas Acupressure Technique, qui est le NAEM, qui est une autre variante qui est très très bien aussi, qui va permettre de vraiment vous libérer. Je vous mettrai les liens parce que j'ai fait des vidéos sur ça pour vous expliquer avec le visuel du coup comment ça se passe. Le NAEM, je me souviens plus de ce que ça veut dire mot pour mot. Attendez... Energy, tapping for trauma, oui c'est à peu près dans le même genre de truc.
Bah écoutez, je vous mettrai la vidéo, je me souviens plus exactement de ce que ça veut dire mot pour mot. Donc voilà, trouver un thérapeute avec une approche qui convienne justement pour pouvoir traiter votre mémoire traumatique. Ça va être aussi du coup de prendre en compte l'aspect, si moi évidemment je suis sur une approche holistique, donc c'est prendre non seulement en compte le corps, l'esprit et l'énergétique et l'aspect on pourrait dire plus spirituel. Donc si vous avez subi aussi des traumatismes, votre aura a dû en prendre un coup, donc au niveau énergétique, faire un nettoyage énergétique c'est une bonne chose si vous avez quelqu'un de compétent. Moi je propose ça aussi en ligne si ça vous intéresse. Il y a vraiment cette notion du coup d'avoir des approches complémentaires. Les bols tibétains ça peut être très très bien aussi pour pouvoir travailler justement sur ces choses là, et ça va nous permettre de pouvoir réaligner au niveau subtil les corps qui ont pu, et notamment l'aura qui a pu être fissurée et vraiment qui a pu en prendre un sacré coup de par ce que vous avez vécu. Donc j'aurai l'occasion de reparler de ça plus en profondeur dans un je pense dans un autre enregistrement. Mais voilà, il y a énormément de choses à dire, ça c'est certain. Et si je devais finir par rapport à la chose déjà que vous pouvez commencer à essayer d'envisager, ou en tout cas de pouvoir, je vous le souhaite, de pouvoir comprendre, on va dire, c'est que l'une des clés pour s'en sortir, c'est la résilience. Et la résilience, en fait, c'est juste la capacité de pouvoir réécrire l'histoire, non pas pour la changer, mais pour la voir pour ce qu'elle est, sans être émotionnellement happé en fait et conditionné par ce que vous avez vécu. Donc pour reprendre mon image du début, c'est de pouvoir retirer les lunettes qui ont été mises en place à cause des traumas et des traumatismes que vous avez pu vivre pour retrouver une vision des choses qui soit exempte finalement de charge émotionnelle. Vous savez que vous vous êtes libéré d'un trauma ou d'un traumatisme quand cette chose ne réactive plus rien en vous, quand la charge émotionnelle qui va avec le trauma ou le traumatisme est terminée en fait. C'est par exemple, pour redonner mon exemple du début, la femme qui s'est fait agresser par un homme qui avait une autre colonne spécifique, elle sait qu'elle a guéri quand un mec qui passe dans la rue avec la même odeur d'autres colonnes ne lui fait plus rien ressentir en fait, qu'elle ne ressent plus rien vis-à-vis de cet homme et qu'elle peut sentir le parfum, peut-être se remémorer ce qui s'est passé ou des vagues souvenirs, mais que ça ne l'affecte plus dans qui elle est et que ça ne la déstabilise plus. C'est ça en fait la résilience pour moi. C'est pouvoir passer d'une mémoire, on va dire, autobiographique à une mémoire biographique, à savoir on peut raconter l'histoire, on sait que c'est notre histoire, mais elle ne nous définit plus et surtout elle ne nous empêche plus de vivre en fait. Donc il y a vraiment un gros travail de fond à faire pour dépasser ces blessures, notamment quand on a vécu des blessures lourdes, mais c'est une étape indispensable, c'est de pouvoir en fait changer la vision qu'on a sur l'événement qu'on a vécu. Et je trouve qu'il y a une partie qui est très intéressante que je voulais vous mentionner, que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner par le passé, d'un très bon livre qui s'appelle Guérir de ses blessures émotionnelles de Anna Sandrea. Je vous mettrai évidemment le lien si ça vous intéresse. Il y a un passage où elle donne dès le départ, je trouve, une approche, en tout cas une vision, une grille de lecture qui, je trouve, est intéressante, notamment quand on a vécu des choses et qu'on a l'impression que, voilà, en gros, on se sent à la fois... il y a une espèce de forme d'injustice et en même temps on se dit, bah voilà, ça s'est passé, ça s'est passé. J'avais mis un petit sticker, attendez, où est le truc Voilà. J'ai trouvé. Alors, c'était la différence entre responsabilité et culpabilité. Ai-je créé cet abus? Si j'ai été abusée, battue, est-ce de ma faute? La responsabilité se confond souvent avec la culpabilité, mais dans la première, il n'y a pas de jugement. Il s'agit seulement d'une expérience et non d'une punition. Et dans la deuxième, la culpabilité, il y a l'idée qu'on attire un événement négatif parce qu'on le mérite, qu'on est méchant, etc. Dans la culpabilité, je me dis que ce qui m'est arrivé est de ma faute, que cela devait arriver à cause de qui je suis et de ce que j'ai fait, que je porte le poids de ce qui est arrivé et que je ne peux pas le changer. Dans la responsabilité, je me dis que je l'ai créé et donc que je peux le changer, et cela me donne une énorme puissance et me permet d'évoluer. Dans la culpabilité, il y a des remords, je n'aurais pas dû. Dans la responsabilité, il y a des regrets, j'aurais aimé que les choses se passent différemment. Dans la culpabilité, il n'y a pas d'acceptation, car moi ou l'autre est fautif. Dans la responsabilité, nous sommes dans l'acceptation, ou en voie d'acceptation, qu'à ce moment du passé, cela était ainsi, et que nous faisons constamment de notre mieux.
La culpabilité implique un bourreau et une victime. La responsabilité indique l'expérience. Et c'est tout ce qui compte en réalité, l'expérience. La culpabilité est un circuit fermé, les énergies tournent sur elles-mêmes, elles sont bloquées. La responsabilité, c'est la fluidité et l'évolution. La culpabilité, c'est l'impasse. La responsabilité, c'est le chemin. En plus de notre niveau d'évolution, et plus notre niveau d'évolution augmente, plus notre responsabilité se fortifie. La responsabilité implique que vous êtes responsable de la manière dont vous vivez ce que vous avez vécu, de ce que vous faites, de votre souffrance. Et pour vous laisser, parce que je pense que c'est assez long, mais une des clés aussi pour pouvoir entamer ce processus de guérison, quel que soit le stade où vous en êtes, d'acceptation ou de découverte finalement de ça, le plus important pour se réaliser, c'est en fait déjà de poser l'intention de vraiment vouloir vous sortir de là, de prendre la décision en mettant des actes en place pour ce faire et de vous donner la permission de guérir. Voilà dans les grandes lignes déjà les bases. C'est intention, décision, permission de guérir. On commence par là. Donc j'aurai l'occasion d'approfondir, je pense, sur justement comment pouvoir se relever des blessures et des guérisons qu'on pourrait faire au niveau émotionnel. Et évidemment, je ne pouvais pas clôturer ce podcast sans parler du système, parce que je pense que si on en est là, c'est quand même pas un hasard. Il y a des grosses choses à améliorer au niveau de la société, notamment au niveau du mode de pensée occidental. Enfin, pas que occidental, mais là, c'est là où je vis, donc évidemment, c'est ce que je vois. Mais je pense qu'il y a un besoin de reformer, ou en tout cas d'ajouter on va dire des modules, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment ça, mais il y a besoin de reformer correctement au niveau du domaine de l'apprentissage, de tout ce qui est de l'ordre de la psychologie pour les personnes, les étudiants, au niveau de justement la psychiatrie, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a des grosses choses à améliorer, à changer. Il y a des points de vue qui étaient très fermés, très dogmatiques, qui serait peut-être temps justement de modifier parce que finalement ça avance pas et ça avance ou peu ou trop lentement. Il y a vraiment des progrès à faire. Je pense que tous les métiers, les corps de métier en lien justement avec l'aide à la personne et l'humain, comme les pompiers, les médecins, les policiers, les gynécologues, toutes les personnes qui sont dans ces domaines-là, devraient avoir des formations en plus obligatoires pour comprendre justement comment fonctionne la mémoire traumatique. Ça devrait être beaucoup mieux expliqué dans les universités. Les profs devraient se former ou se reformer à ce genre de choses, et on devrait commencer à démocratiser un peu plus justement des techniques parallèles qui sont très efficaces, qui font leurs preuves mais qui ne sont pas du tout connues du grand public. Donc n'hésitez pas évidemment à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être utile. Là pour le coup vraiment je trouve que c'est d'utilité publique de connaître un petit peu ces facteurs et de pouvoir comprendre comment ça marche. Je vous mettrai évidemment des vidéos complémentaires qui traitent plus là du coup de ce qui se passe lors de violences, et de violences notamment perpétrées plutôt du coup sur les femmes au niveau des violences sexuelles. Je vous recommande fortement les vidéos reportages d'une femme que je mettrai en barre d'infos qui a traité le sujet parce que justement elle s'est fait agresser dans la rue et qu'elle a commencé à chercher sur des questions et enfin plutôt à répondre. Elle a voulu avoir des réponses à ces questions. Donc toutes les infos complémentaires seront dans la barre d'infos et dans la partie commentaires. Je vous mettrai aussi la liste des techniques du coup si ça vous intéresse d'aller un petit peu creuser sur le sujet. Et par rapport à cette idée de réformer au niveau universitaire les connaissances, et même au niveau de toute façon globale de ce qu'est la mémoire traumatique, de comment fonctionne la psyché humaine. Donc vraiment je trouve ça très intéressant, et je trouve ça vraiment dommageable que les gens ne soient pas plus justement finalement conscients de comment fonctionne leur propre cerveau et leur propre psyché, parce que voilà, moi je me suis lu des kilomètres de livres pour finalement comprendre un mécanisme qui est somme toute relativement basique, mais tant qu'on n'a pas compris, en fait, on reste en circuit fermé et on se sent complètement démuni. Donc à partir du moment où tu comprends que c'est comme la machine à remonter le temps, c'est comme une blessure avec une charge émotionnelle qui te fait ressentir quelque chose dans ton corps, et que tant que tu n'as pas réussi à régler la racine et de trouver de comment apaiser le problème à la racine, ça va continuer et tu seras toujours pas bien dans ta vie, et bien déjà tu comprends qu'il faut réussir à trouver un moyen de pouvoir apaiser ce que tu vis et de pouvoir comprendre et localiser d'où vient la souffrance et qu'est-ce qu'elle va nous dire sur nous en fait, sur toi. Donc voilà, ça paraît simple comme ça, mais évidemment ça l'est beaucoup moins c'est toujours plus simple sur le papier, mais en tout cas voilà, il y a vraiment une notion de devoir
réapprendre à vivre, sortir du mode survie et s'autoriser évidemment à guérir, parce que sans ça on peut pas non plus avancer. Donc écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts et d'ici là portez-vous bien et n'hésitez pas comme toujours à liker et à vous abonner et à partager votre histoire si vous en éprouvez le besoin.